D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Marisa Treccani, femme entrepreneur qui nous partage des astuces en PNL pour gagner en confiance en soi et réussir en entrepreneuriat. Un bon exemple du C de communication. Aujourd'hui, à l'occasion de ce round de podcast dédié aux femmes inspirantes, nous avons la chance d'accueillir Marisa Treccani, que j'ai rencontrée grâce à ma sœur. Bonsoir Ophélie. Ma sœur n'a pas l'occasion d'être là aujourd'hui, mais peut-être lors d'un prochain podcast, je vous la présenterai. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le parcours professionnel de Marisa, qui a d'abord commencé dans la coiffure, pour travailler par la suite en esthétique, avant de créer son école, pour finalement être aujourd'hui entrepreneur dans le domaine de la distribution exclusive d'une nouvelle technologie en Suisse. Donc tu pourras mieux nous la présenter par la suite. Avec plaisir. Et tu auras aussi l'occasion, à la suite de ce podcast, de nous présenter ton parcours professionnel, académique, et le lien avec la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est en fait une des nombreuses boîtes à outils que tu as à ta disposition et qui t'a permis en fait de mener de nombreux projets professionnels à bien tout au long de ta carrière. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que peut-être tu peux un peu nous parler de ton parcours académique et professionnel? Eh bien oui, mais il est simple mon parcours académique. J'ai fait une école primaire comme tout le monde. Pas du tout envie de faire des études. Sortie de l'école obligatoire, j'avais 15 ans. Je me suis lancée en apprentissage de coiffure aux grandes dames de la conseillère d'orientation de l'époque qui disait que c'était un métier réservé aux filles légères et avec un salaire de misère. Mais ce n'était pas ce qui m'intéressait à l'époque puisque j'étais attirée par cette créativité que demande cette profession. Et je pense que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être actif physiquement. Donc intellectuellement, je n'avais pas besoin de ça, il fallait que je bouge. Donc j'ai fait la coiffure. Et puis, fini à 18 ans, j'ai commencé à travailler chez une femme extraordinaire qui était le seul employeur que j'ai eu après ma patronne d'apprentissage. Et je suis restée avec elle jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, je crois, 21 ans. Donc à peu près 3 ans, pour ensuite faire 6 mois de travail en station à Verbier. Et revenue à Genève, il était impossible que je sois employée longtemps parce que ma liberté, elle est vraiment importante pour moi. Et le fait de faire les choses comme je les sens et comme je les veux, c'est un choix que je pense que j'ai fait inconsciemment depuis toujours. Ça fait partie de mon parcours de vie. Donc je me suis installée, je pense que j'avais 21 ans. À peu près, je vais me souvenir, c'était 1er avril 1981. Oui, c'est très précis. Oui, 1er avril, parce que tout le monde pensait que c'était une farce, ça n'en était pas une. J'ai racheté un salon de coiffure à Châtelaine. Okay. Bien que la banque était très réticente à me suivre, puisque ils ne m'ont pas suivi. C'est simple, on m'a dit « Mademoiselle, vous êtes très jeune, c'est formidable d'avoir cet esprit, mais attendez un peu. » Moi, attendre, ce n'est pas franchement ma première... c'est pas mon fort. Et donc, je me suis débrouillée autrement. Le monsieur qui voulait vendre voulait vraiment vendre et c'est lui qui m'a financée. C'est-à-dire que je l'ai racheté en progressivement en le remboursant lui chaque mois. Ok, incroyable. Mais comme j'ai fait des travaux, à 20 ans, j'avais déjà environ 100 000 francs de dette sur le dos, quoi. Mais avec une joie non dissimulée et l'enthousiasme qui me connaît bien depuis toujours, j'avais vraiment pas peur. Pour moi, c'était une évidence. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà beaucoup de femmes entrepreneurs autour de toi, des modèles, Pas des vraiment, conseils? non. Moi, je suis une fille d'émigrés. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 4 ans. Mes parents travaillaient. J'ai fait des études normales. Mais je n'avais pas d'exemple de femmes entrepreneurs. J'habitais à la campagne.
Je vivais avec des gens qui avaient des terres, mais pas franchement autre chose. Mais pour moi, c'était important de faire ce que je voulais. Je suis terrible. C'est difficile pour moi d'obéir à quelque chose que je n'ai pas choisi. Ça a toujours été comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de passer du monde de la coiffure à aujourd'hui, cette nouvelle technologie que tu distribues en Suisse? Alors, la technologie que je distribue en Suisse aujourd'hui, c'est presque une suite logique de mon parcours. Quand j'ai pris mon salon de coiffure, c'était quand même très grand. J'avais 90 mètres carrés et déjà une employée. Et j'avais à peine 21 ans, je crois. Peu importe l'âge. Hein. Et il y avait une cabine d'esthétique. Et engager quelqu'un sans moi savoir ce qu'elle allait faire, c'était pas pensable. Pour moi, il y avait un truc, il fallait que je sache faire l'esthétique. Comme en apprentissage d'esthétique, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui m'a offert la possibilité de participer à de nombreuses conférences, colloques, avec à l'époque Marcel Contier qui avait créé la biosthétique, c'est des produits qui se vendent toujours d'ailleurs. Oui. Elle m'a mis dans le monde de l'esthétique aussi, parce qu'on faisait des soins esthétiques. Et je me suis dit, je suis capable de faire ça. Comment j'obtiens un diplôme? J'avais mon commerce et en même temps, je me suis dit, il faut que j'obtienne ce diplôme d'esthéticienne. Et j'ai quand même été entourée de gens extraordinaires parce qu'ils m'ont accueillie. Donc, notamment, je pense à Anne Jeannera, qui est une esthéticienne de Bernay, qui m'a accueillie mes jours de congé pour m'apprendre, pour corriger, pour m'apprendre l'esthétique manuellement, pour me familiariser avec les techniques et les protocoles de soins. Et j'allais à l'école avec les apprentis tous les jeudis à Vevey. Et j'ai fait mes 3 années d'apprentissage en une année. Okay. Voilà, j'ai cumulé un petit peu, j'ai étudié à la maison. Pour moi, ce n'était pas un gros problème d'étudier, c'était juste le temps. Je n'avais pas le temps de faire 3 ans à plein temps, etc. Puis je suis quand même assez autodidacte. Donc j'ai fait en 10 mois de cours le programme des 3 ans d'apprentissage et j'ai passé ce qu'on appelait à l'époque l'article 41. Aujourd'hui, c'est l'article 32. Donc c'est formation après 50 pratiques démontrées. Okay. Et comme j'avais fait de la pratique avec ma patronne d'apprentissage aussi chez mon autre employeur, plus chez Anne, toutes les heures que j'avais fait à ce qu'elle m'apprenne, eh ben, je me suis présentée aux examens, tout simplement. Puis je les ai réussis. Donc après, j'ai engagé une esthéticienne. Okay. Et puis j'ai été au-delà, j'ai fait la maîtrise fédérale de coiffure, droit derrière. Et après la maîtrise fédérale de coiffure, j'ai pris des apprentis, parce qu'à l'époque, il fallait la maîtrise. Et après ça, j'ai fait la maîtrise fédérale d'esthétique. Et là, j'ai eu des apprentis esthéticiennes et coiffeuses. Okay. Et entre-temps, je donnais des cours au SEPTA pour tout ce qui était les cours, ce qu'on appelait à l'époque les cours interentreprises. On les avait pendant 2 séries de 2 semaines où on faisait toutes les bases avec eux en classe. Ça, c'était mes 2 métiers de base. Enfin, 3 du coup. 3, oui, enfin, oui. Ça va vite. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai exploité mon salon de coiffure et institut de beauté que j'ai agrandi, je crois, 8 ans après. J'avais pris l'arcade d'à côté et j'ai agrandi le salon de coiffure d'un côté pour j'ai créé le salon de coiffure d'un côté pour agrandir l'institut de beauté dans la première surface que j'avais. Okay. Et voilà, donc du coup, j'ai engagé du monde. J'avais en principe 1 à 2 apprentis en coiffure, 1 à 2 apprentis en esthétique, 2 à 3 coiffeurs, une esthéticienne et on était toute une équipe. C'était une petite fourmilière, ça bougeait tout le temps. Je faisais encore beaucoup de coiffure. Et puis au bout de encore quelques années, parce que j'oublie pas que je suis restée dans cet espace une quarantaine d'années. En 2007, j'ai ouvert une école au quai du Seget dans laquelle je formais les esthéticiennes et les thérapeutes en massage. J'avais fait la formation, j'ai fait le brevet fédéral de formateur d'adultes pour pouvoir avoir la direction de cette école
dans le respect des règles EDUCA. Oui. Et voilà, j'ai commencé à avoir des élèves, des formateurs, tout en ayant encore l'Institut de beauté, le salon de coiffure. J'avais cette école dans laquelle j'enseignais. J'ai créé tous les cours de l'école. Ok. Et j'avais des formateurs extra. Moi, j'avais une pharmacienne, des professionnels de l'esthétique vraiment très compétents. On était 5 formateurs en tout, 4 formateurs, pardon. Et j'avais une secrétaire. Et j'ai là formé aussi une apprentie de commerce, du coup. Ok. Parce qu'on avait la place pour une apprentie de commerce. Voilà, puis cette école, j'ai exploité 11 ans, Ok. tout en ayant toujours le salon de coiffure et l'Institut de beauté. Et j'ai commencé à donner les cours du brevet fédéral d'esthétique médicale pour l'association ACPIB qui organise ces cours pour le fédéral, donc pour toute la Suisse romande. Alors à l'époque, enfin, depuis que ce brevet existe, ça fait quand même, mon Dieu, ouais, plus de 10 ans, elle m'envoyait les premiers brevets en formation pour certaines formations théoriques à Genève. Et maintenant, je continue à former au brevet fédéral d'esthétique à Fribourg. Ok. Donc ça, j'ai des classes de septembre à mars pour les modules d'esthétique médicale. C'est quand même marrant que pour quelqu'un qui ne voulait pas faire d'études, au final, tu as toujours eu un pied Tout le dans temps, le monde tout le temps, académique à oui. peu près toute ta vie. En fait, une année sans apprendre quelque chose m'aurait paru très triste. J'ai pas fait... Enfin, je crois que j'ai tout le temps suivi des cours, hein. Tout le temps, tout le temps. Si ce n'était pas fédéral, c'était complémentaire, ce qu'on appelle des formations complémentaires, hein, le développement personnel, des choses comme ça que j'ai commencé déjà à l'âge de 30 ans. Comme pour moi, travailler avec l'être humain, c'était quand même important. Donc, tous les jours, j'avais des femmes, des hommes, après des élèves, adultes et ados. Il faut gérer différentes façons de fonctionner. Et quand on ne fait pas un travail sur soi, on n'y arrive pas. C'est très difficile de communiquer de façon simple et respectueuse tant qu'on n'a pas compris comment on fonctionne soi-même. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, évidemment, puisque autodidacte, on ne m'a jamais appris à gérer une entreprise, ni à gérer du personnel, bien entendu. J'ai tout appris par moi-même en faisant des erreurs. Comment on peut ne pas en faire? Je me suis cassé le nez plusieurs fois dans la communication avec les gens, d'ailleurs. Je suis ce qu'on appelle une hypersensible. Donc, quand on est des hypersensibles, aujourd'hui on dit ça, à l'époque on n'en parlait pas évidemment. Aujourd'hui, on dirait que je suis une hypersensible. Aujourd'hui, je le gère. Il y a une époque où je ne le gérais pas bien. Donc, quand on est comme ça, on prend tout à cœur et on a plus de réaction que d'action. Et dans réaction, il y a une connotation difficile, c'est qu'on n'a pas pris le temps de digérer ce qui s'est passé avant de réagir. Et quand on réagit, on n'a pas réfléchi. Donc, c'est souvent pas juste. Aujourd'hui, j'aurais plus tendance à digérer ce qui vient et à agir plutôt que réagir. Aujourd'hui, mais heureusement, j'ai compris un peu avant quand même. Hein. Mais en effet, j'ai appris que réagir, c'était pas top. À mes dépens d'ailleurs. J'ai eu des expériences difficiles et quelquefois même douloureuses. Mais on apprend en avançant et quand on tombe, on se relève. Et Voilà. du coup, justement, merci d'avoir partagé cet exemple très parlant. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples d'erreurs que tu as commises et est-ce que tu as des astuces peut-être à partager pour éviter de tomber dans ce type d'erreur? Les erreurs que j'ai commises ont souvent été des erreurs émotionnelles. C'est des erreurs avec l'humain. Parce qu'on a toujours tendance à croire que les gens fonctionnent comme soi. Et c'est pas vrai. Sauf qu'on ne me l'avait jamais dit. Moi, je pensais que comme je fonctionnais d'une certaine manière, les autres fonctionnaient la même chose. Ce qui me paraissait évident, je ne comprenais pas que ça ne le soit pas pour l'autre. Donc du coup, j'étais surprise et réactive. Et j'étais peut-être plus exigeante que je n'aurais dû l'être, puisque si moi j'étais capable, il n'y a pas de raison que l'autre ne le soit pas. Malheureusement, ça ne veut pas dire que je suis meilleure que l'autre, ça veut juste dire qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes envies. Donc ce qui me paraissait
important, ce que je pensais être important aussi pour mes collaborateurs, ce n'était pas toujours le cas. Donc voilà. J'ai eu la réputation d'être exigeante, ce qui n'est pas un défaut pour moi. C'est dans la manière d'être exigeante que je n'ai pas été toujours à la hauteur. Être exigeant, c'est bien, parce que si je le suis avec les autres, c'est que je le suis avec moi. Mais c'est dans la manière d'être exigeant qu'il a fallu que je fasse des progrès et que j'avance. C'est vrai que c'est très difficile quand on est exigeant avec soi-même, On d'être tolérant en fait envers les autres. C'est ça. Et c'est même pas de la tolérance, parce que, en fait, le mot tolérance est particulier pour moi. C'est pas un mot que j'apprécie vraiment. Parce que tolérer, ça veut dire, ouais, je tolère. C'est pas très positif pour moi. C'est plus dans l'empathie avec les gens, d'être capable d'empathie et de compassion. Compassion, vraiment avec passion, d'être capable de voir que l'autre, il n'a pas la même vision. Et avec empathie, être capable de le comprendre et d'accepter que ce ne soit pas le cas. Et je l'ai appris en prenant des claques, quoi. Et petite parenthèse, je voulais revenir sur l'école justement que tu avais fondée. Oui. Tu ne l'as pas mentionné, mais petite parenthèse branding, Oui, parce que quand même, je trouve qu'il était incroyable le nom de... Alors, l'école a eu sa super réputation, c'était Estélite. J'avais l'ambition de former des hommes ou des femmes, mais j'avais que des femmes évidemment. J'avais l'ambition de former une élite de l'esthétique, c'est-à-dire des personnes qui étaient capables de faire un travail au top. Au top, quand je dis au top, l'esthétique en 40 ans, 50 ans, elle a tellement changé que je trouvais, et ça va être, là on va me prendre pour, voilà, c'est pas culotté de ma part, mais je pensais qu'on pouvait donner vraiment des formations plus exigeantes, plus poussées, pour donner un bagage qui permette justement à ces personnes qui sortaient de cette formation d'être autonomes. L'autonomie, pour moi, elle est importante pour la société en général. Les gens autonomes, quand ils ont un problème, ils trouvent une solution. Les gens qui sont dépendants, quand ils ont un problème, ils se cherchent des excuses ou ils se sentent victimisés, ou ils se victimisent. C'est pas aussi simple, je sais. Là, je simplifie les choses. Tout n'est pas aussi simple que ça. Mais pour moi, donner de l'autonomie, c'est donner de la liberté. Et j'avais cette ambition-là. Donc j'ai fait des cours assez poussés, très exigeants. Et si j'ai fermé l'école, c'est parce que j'en pouvais plus. J'ai vraiment donné corps et âme. Et gérer les élèves, les formateurs et l'aspect financier qui était compliqué, parce que j'avais aussi du mal à ce qu'on soit payé. C'est compliqué, c'est pas toujours... voilà. Mais c'était une grande surface, j'avais 500 mètres carrés au quai du Sauget. On avait tout créé, j'étais très fière de ça. Et je reste fière de toutes les filles avec qui j'ai encore des contacts, qui aujourd'hui sont indépendantes, construisent leur vie et continuent d'évoluer. Et c'est toutes les filles qui sont sorties de là avec leur diplôme, je leur tire leur chapeau parce que c'était pas facile, mais elles sont allées au bout, mais elles ont un bagage. Et ces filles-là, ces dames, ces femmes maintenant, parce que j'ai eu des femmes de 18 à 50 ans, mais toutes celles qui ont compris ce qu'elles pouvaient obtenir en travaillant, en étudiant simplement, elles ont une réussite. Et il y en a beaucoup qui se sont mis à leur compte. Il y en a pas mal que je revois encore maintenant, avec qui je suis en contact. Mais c'était important pour moi qu'elles réussissent. Et quand je fais une formation, le but, c'est de voir l'autre réussir. Sinon, on n'est pas un formateur, simplement. Pour moi, quand je vois quelqu'un évoluer, absorber, j'ai envie de dire refaire, et même pas refaire seulement, mais améliorer ce qu'elle a appris, moi, voilà, c'est le bonheur total. Et c'est vrai que tu nous as mentionné l'hypersensibilité, de comment adapter aussi la communication avec les personnes qu'on a en face, que ce soit des formateurs ou des élèves. Est-ce que tu peux un peu nous présenter justement les boîtes à outils? Alors, cette hypersensibilité, m'ayant joué pas mal de mauvais tours,
euh, m'a amené à chercher les moyens de ne pas me laisser aspirer par cette espèce de pieuvre mangeuse d'énergie et de confiance. Parce que c'est vraiment ça. Parce que quand on est hypersensible, on absorbe tout ce qui nous arrive dessus comme une agression, comme une espèce ouais, de mal-être, et on se remet en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc je me suis dit, comme je m'intéressais depuis toujours à comment on fonctionne, je me suis dit, il faut que je trouve une formation qui me permette de comprendre pourquoi je ne gère pas ça et qui me donne les moyens de gérer. Et j'ai commencé par une formation que j'ai faite à l'âge de 30 ans, d'abord avec des gens que j'ai rencontrés ici à Genève et qui animaient des ateliers. Ce cours s'appelait Avatar. Et après, j'ai fait ce premier atelier à Genève avec des gens super. Et je suis partie faire la suite aux États-Unis. Donc c'est une formation qui se fait sur plusieurs modules. Et à l'époque, je suis partie avec mon mari faire ces cours. Donc chaque année, on faisait 1 ou 2 modules. Et cette formation englobait, c'était une boîte à outils qui était née des études d'un professeur de philosophie qui s'appelle Harry Palmer, qui a créé cette formation après lui avoir étudié tout ce qu'on peut étudier sur le fonctionnement humain en partant de la PNL, l'hypnose. Il a étudié le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, et j'en passe, y compris la scientologie. Il a tout étudié pour comprendre quels étaient ces outils, et lui, il a créé ces outils avatars. Ces outils avatars, c'est vraiment une introspection dans chaque situation, c'est de comprendre qu'elle n'est que le miroir de ce qu'on a à comprendre à l'intérieur. C'est que tout ce qui est dehors est dedans, et tout ce qui est dedans est dehors. On n'est pas séparé des choses, on est juste en stable, instable, en mouvement ou statique. Et si on est en mouvement, on peut être en harmonie ou en disharmonie, mais c'est toujours en avançant. Il n'y a pas d'erreur, il y a des mauvaises connexions. Et j'ai appris, donc cette boîte à outils, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait, hein, vraiment, parce que j'ai compris que je pouvais aussi bien créer mon environnement, la façon dont je vis mon environnement, aussi bien que me débarrasser, décréer ce qui était pour moi des freins à mon confort, des freins à mon bonheur. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je le répète parce que j'aime, et je ne sais pas qui l'a dit. On n'a qu'un seul devoir sur cette planète, c'est d'être heureux. On n'est pas venu là pour être malheureux, et tout ce qui nous rend malheureux, c'est ce qui ne correspond pas au chemin qu'on devrait suivre. Mais les tristesses et les trous dans le tuyau, comme je dis, ils sont là aussi pour nous montrer ce qu'on a déjà fait et ce qu'on peut encore faire. Un caillou, c'est fait pour être utilisé, bougé ou dépassé. Mais il est là pour montrer quelque chose. Il n'y a rien qui est inutile. Donc après avoir fait ces cours, j'ai changé d'attitude certainement parce que même moi, je me disais, je ne suis pas la même. On se reconnaît autrement. Mais j'avais déjà un apaisement, une tranquillité, etc. Mais toujours envie d'avancer. Pour moi, une année sans mouvement, sans faire quelque chose, c'était impensable. Et pendant tous ces temps où j'avais l'école, l'institut et le salon de coiffure, j'ai fait encore d'autres mille choses. J'ai organisé des spectacles, j'ai organisé des conférences, j'ai fait des congrès. Je n'ai pas arrêté. Mais pourquoi je me serais arrêtée? Et justement, tu parlais de tuyaux avec parfois des fuites. Ce tuyau, il te mène à un objectif. Et toi, à ce moment-là, c'était quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu t'étais fixé pour y arriver? Des objectifs, j'en ai à peu près un à la minute, mais dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Alors, il y a les objectifs du quotidien. On peut très bien avoir des objectifs au quotidien.
des petits objectifs au quotidien, personnels, professionnels, amicaux. On a des objectifs dans un tas de choses dans la vie. On a une personnalité qui est faite de multiples identités. On peut être une épouse, une mère, une amie, une professionnelle, une formatrice, et à chaque fois, c'est un costume qu'on enfile. Puis chaque fois qu'on enfile un costume, eh ben, le costume, il va avec des choses à faire, des comportements qui doivent coller au costume. Je veux dire, je ne vais pas être infirmière habillée en éboueur, c'est pas possible. Je vais pas en salle, on ne va pas en salle de chirurgie avec des gants pour le ski. Voilà, juste pour dire des petites choses, c'est que chaque identité utilisée par cette personnalité qui est la mienne, la vôtre, a besoin d'un costume qu'elle va respecter. Donc ça veut dire, j'ai des devoirs par rapport au costume que j'enfile, mais j'ai aussi des plaisirs et des droits. Et par rapport à ce costume, je me fixe des objectifs. C'est pour ça que c'est pas la vie, c'est pas un objectif, c'est plusieurs objectifs. On a un objectif privé, un objectif professionnel, et puis dans ces objectifs, il y en a plein d'autres. Ce qui est important, c'est de le définir. Avant même de vouloir y aller, c'est de le définir. Tant qu'on n'a pas défini l'objectif, ben, on ne bouge pas, on tourne en rond. Alors que si je décide, si mon objectif c'est qu'à la fin de la semaine, je prends un week-end de congé, il y a de choses à faire avant pour pouvoir partir en toute tranquillité. Donc, je décide que je pars samedi, par exemple, je vais décider où, puis après il va falloir trouver un billet de train ou un vol, ou alors vérifier la voiture pour être sûr que je puisse rouler, réserver un hôtel. Ça, c'est que des préparations pour atteindre l'objectif de manière confortable. Mais d'abord, il faut le définir. Et pour le définir, des fois, on se demande... je pense aux ados aujourd'hui qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire quand on est sorti de l'école ou d'études de base, entre guillemets, quand on a fait l'école obligatoire. Soit on fait un parcours scolaire en attendant d'avoir trouvé quel est l'objectif. Mais aujourd'hui, on peut avoir plusieurs métiers dans une vie. On a rarement un métier pour la vie aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter, changer de parcours pour continuer à avancer. Et bien d'abord, pour pouvoir définir l'objectif, il faut comprendre lequel il est. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. On sépare une feuille en deux, on marque tout ce qu'on aime bien faire et tout ce qu'on n'aime pas faire, par exemple. Ça nous permet déjà de procéder par élimination pour mieux comprendre comment on fonctionne. Et puis, il y a un thermomètre intéressant chez l'humain, c'est l'émotion. Alors, je peux en parler, mais aujourd'hui, je l'accueille plus dans la douleur comme j'étais avant. Mais aujourd'hui, une émotion, vous savez, on la ressent dans le ventre. Quand j'ai envie de quelque chose, il y a ce petit frétillement, ce plaisir qu'il y a là, et on sait que c'est juste. Et le ressenti qu'on a, personne ne peut vous l'enlever, c'est juste. Et quand ça ne va pas, on a ce ressenti inverse. Il faut savoir écouter ça. Aujourd'hui, on avait soi-disant 5 sens, le 6e étant l'intuition, mon 6e sens. Aujourd'hui, la science, on reconnaît 20. Okay. Alors, ne me demande pas de les citer, là, tu vois, parce que je ne vois pas, ils ne viendraient pas. Mais du coup, cette capacité à percevoir est devenue un vrai sens. Et on parle de tous les autres. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas qu'un cerveau, on a un cerveau et un cerveau émotionnel qui est situé au niveau du ventre. Et on parle aussi aujourd'hui, donc c'est pas moi, parce que je n'ai pas fait ces études-là, mais en neurosciences, on dit qu'on a 3 cerveaux, la tête, le cœur et le ventre. Et lorsque ces 3 sont alignés dans un désir de faire quelque chose, tout y est. Parce que le cœur désire, le ventre est d'accord et la tête a les moyens de réaliser. Et pour moi, si le ventre est d'accord avec le désir, tout se passe bien.
je me sens super et j'ai les papillons. Si le ventre m'empêche de me sentir confortable, il ne peut pas demander à ma tête de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et donc ces trois-là, il faut qu'ils soient en harmonie. Déjà, pour définir un objectif, il faut le choisir en fonction de ce qu'on sent. C'est juste, c'est agréable, c'est pas juste, c'est désagréable. Et aujourd'hui, je peux dire que quand je me sens pas bien, j'y vais pas. Ouais. Ça t'a mis longtemps à ressentir et À admettre. et à adapter, ouais, voilà, à prendre des décisions en fonction de ce que tu ressens. Alors non, je pense que j'étais très intuitive, mais un petit peu braque. Donc je fonçais un peu comme tête baissée. Quand j'avais une envie, je fonçais. Mais je le voulais et je me sentais bien, donc j'y allais. Mais je ne me rendais pas compte que c'était juste. Je n'étais pas toujours réfléchie. Hein. Je n'ai pas toujours fait des choses réfléchies. Et je les ai faites au feeling. Hein. Ouais, sur la base du ressenti, comme tu disais. Sur la base, vraiment sur la base du ressenti. En fait, à quel moment, du coup, la PNL est venue compléter, s'ajouter? Eh bien, de nouveau, j'avais terminé mes formations. Je me disais, tiens, je prendrais bien un cours. Voilà. Et j'ai commencé par la PNL, oui. J'ai fait les 3 modules jusqu'au maître praticien sur 2 ans, je crois. 3 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais même plus. Un peu pour le plaisir d'aller de nouveau étudier quelque chose. Et puis aussi parce que quand on prend un cours, on partage. Il y a des autres. C'est des gens qui viennent dans le même but ou qui viennent en tout cas faire la même chose. Puis on rencontre d'autres gens. Moi, je devais sortir aussi de mon terrain d'esthétique parce que maintenant j'ai mon cabinet ici à Champel. Je travaille seule pour le moment puisque ta sœur va me rejoindre. Teaser. Et je reçois des clientes qui me laissent dans mon monde de l'esthétique, etc. Et qui en demandent toujours plus au niveau de l'écoute, parce que c'est un endroit où on se sent bien. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille encore raviver mes outils. Et puis, j'ai pris ce cours de PNL un petit peu pour rafraîchir ce que j'avais déjà reçu avec Avatar. Ça m'a beaucoup aidé aussi, ça m'a permis de continuer à avancer, parce que quand on suit un cours, on apprend beaucoup sur soi, quand on suit ce genre de cours, puisqu'on travaille sur soi. Donc ça m'a permis d'avancer encore. Puis j'ai suivi donc ces 3 ans avec la formation d'hypnose de Milton Erickson, puisque la PNL est une modélisation des techniques de Milton Erickson. Avec l'hypnose ericksonienne, du coup. Oui. Donc la PNL est une modélisation, puisque on était incapable de reproduire ce que ce monsieur faisait, puisqu'on l'appelait le guérisseur aux histoires, parce qu'il travaillait beaucoup avec la métaphore, pour sortir les gens de leurs contraintes émotionnelles ou psychiques. Il utilisait la métaphore. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que l'homme peut imaginer, il peut le créer. Et si on amène les gens à écouter ce qui se passe au niveau de l'inconscient, donc on est tout simplement à un niveau vibratoire différent, eh bien, on découvre que on est capable de sortir de tout. Je n'ai pas dit que tout était facile, mais on est capable de voir comment on a vécu une situation et qu'est-ce qu'on en a fait. Et si ce n'est pas juste, de simplement changer la perception de l'expérience. Parce qu'on n'est pas toujours responsable de l'expérience qu'on vit, mais on est un peu responsable de ce qu'on va en faire. C'est ce qui fait la différence avec 10 personnes qui vont vivre la même expérience. Elles n'auront jamais le même ressenti et jamais la même conclusion. Alors, c'est ce qui fait notre diversité, c'est génial. Et c'est ce qui fait aussi que tout n'est pas tout rose non plus. Parce que si on savait faire ça parfaitement bien, on a oublié parce qu'on sait le faire. Notre inconscient sait faire ça. Mais on ne nous enseigne pas ça. Non. On ne nous dit pas à l'école « ressens »,
on nous dit réfléchis. Et c'est super de réfléchir, hein, mais ressentir, c'est aussi important que de réfléchir. Donc voilà, moi j'ai fonctionné comme ça. Et la PNL aujourd'hui, comme le premier cours Avatar, pour moi c'est des boîtes à outils que je sors quand j'ai envie de dire tous les jours, c'est ma façon d'exister. La manière dont j'écoute les gens, donc mes clientes, ma façon d'écouter les personnes avec qui je communique. Attention, j'ai pas dit que je faisais pas d'erreur, parce que forcément que je suis touchée aussi dans mes propres limites quand je suis en face de quelqu'un, et que c'est à travers ça que je grandis. Donc merci aussi à toutes ces interactions qui me permettent de encore, je n'ai pas envie de dire évoluer, mais me transformer. C'est transformer nos journées en partie de nos vies pour améliorer ce ressenti qui devrait être de la joie et du bonheur. Alors, l'environnement qu'on a n'est pas toujours favorable. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est l'introspection et comment je peux améliorer ma vie pour être capable d'en donner un peu à d'autres. Parce que si je ne vais pas bien, je n'apporte rien aux autres. Si je vais bien, je peux rayonner un petit peu, sourire plus facilement, écouter plus facilement. Mais d'abord, il faut aller bien. Quand on va mal, on ne peut pas entendre les autres. On peut les écouter, mais on ne les entend pas. Donc, pour les entendre, il faut aller bien. C'est un peu comme l'histoire de l'avion, hein. Avant de vouloir mettre un masque à oxygène sur quelqu'un d'autre, un enfant, il faut d'abord le mettre sur soi pour pouvoir aider les autres. C'est ça. Si j'étouffe, je ne sers à rien pour les autres. Si je respire, je peux offrir de l'oxygène. Et c'est toujours pareil, il y a aussi des phrases qu'on retrouve j'ai lu beaucoup, mais je ne retiens jamais les titres. Hein. Ouais, je ne retiens pas. Et puis des fois, je dois relire. Je suis toujours très bon public, même dans les films, j'oublie tout. Ce que je voulais dire, c'est que il faut commencer par s'aimer pour aimer. Parce qu'on ne peut partager que ce qu'on a déjà, pas ce qu'on n'a pas. Et ça aussi, on l'apprend dans la vie. Moi, je n'ai pas appris ça. Et là aussi, j'ai fait des bêtises et j'ai pas un parcours amoureux extraordinaire parce que j'ai appris à travers mes expériences. De s'aimer soi-même, c'est super important. C'est pas égoïste. Il y a des tas de phrases comme ça qu'on retrouve dans le monde. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas égoïste. Parce que si t'as rien, tu veux donner quoi? Et l'amour, ça ne se donne pas, ça se partage. Donc si j'ai de l'amour, je t'en donne 50% et je garde 50%. Parce que si je me démunis, je ne peux plus rien donner. Et l'amour, ça s'échange, ça se partage, mais il faut d'abord le construire. Et s'aimer soi-même, c'est aussi accepter ses défauts, accepter l'imperfection. Physique aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, je vis dans le monde de l'esthétique. Hein. Accepter qu'on n'est pas parfait. D'abord, la perfection selon quels critères? J'en sais rien. Aujourd'hui, on est dans un monde où la communication est tellement facilitée qu'on a des normes comme ça qui nous sont arrivées dessus, des espèces de modèles d'esthétique. Et on a oublié qu'on est tous des êtres uniques. On est des êtres uniques. Et la seule personne à qui il faut ressembler, c'est soi-même. Et rayonner, oui, pour les autres, mais rayonner pour soi-même d'abord. S'apprécier, faire ce qu'il faut pour s'apprécier, bien entendu, puisque on a les moyens, on peut le faire. Et moi, je n'oublie pas que c'est une question de culture aussi. La beauté ici, c'est quoi? Et la beauté en Afrique, c'est quoi, par exemple? J'avais fait une présentation, conférence là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Sous quels critères on trouve beau?
quand on voit des femmes se tatouer le visage ou se faire des peintures ou porter des bijoux qui leur étirent le cou, ben c'est leur vie, c'est leur culture, hein. Et de quel droit on ne trouverait pas ça bien? Voilà. D'ailleurs, j'adore, il y a un photographe dont j'ai encore zappé le nom qui fait des photos en Afrique extraordinaires avec des couleurs merveilleuses et que je trouve sublimes. Ouais. Des gens et des personnes que je trouve sublimes. Ici aussi, voilà quoi. La beauté, c'est celle qu'on s'accorde, c'est pas celle qu'on voit dans les yeux des autres, hein. Le regard des autres. Le regard des autres, oui, ben, si on leur plaît, tant mieux, mais si on leur plaît pas, est-ce qu'on va être malheureux pour autant? C'est pas une bonne idée, hein. Et d'ailleurs, là, tu as évoqué justement un élément important, s'aimer soi-même, qui rejoint peut-être ou pas la prochaine question sur quels sont tes 3, 4, 5 conseils pour guider au mieux et ou inspirer les femmes entrepreneurs actuelles ou futures. Moi, je suis qui pour guider? Je pense que je ne peux pas guider, mais je peux dire quelle a été... qu'est-ce qui m'a aidé moi? Ce qui m'a aidé moi, c'est d'abord d'avoir construit la confiance en moi, grâce à ma famille déjà. Nos parents nous ont construits dans la confiance. Ils n'ont jamais émis de doute sur nos capacités. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que quand on dit à un enfant, si tu veux y arriver, tu y arrives. Si je suis capable de le faire, tu peux le faire. Et fais-le parce que tu vas y arriver. Si tu n'y arrives pas, je te montre comment. C'est une façon de construire la confiance. Alors, avoir confiance en soi, si on ne l'a pas reçue, il faut la construire. Ça, c'est une chose. Construire une confiance. Oser, parce que qui n'ose rien n'a rien. Oser foncer, oser prendre des risques, parce que à chaque fois qu'on se lève le matin, on prend un risque. Et pourtant, on se lève. Donc, quand il faut se lancer dans une aventure, eh ben, on prend un risque. Je suis plongeuse. Les premières fois que j'ai plongé, il faut savoir que j'étais phobique de l'eau. Donc, moi, j'ai appris à plonger pour sortir de ma phobie de l'eau. J'ai appris à nager très tard, à 18 ans, je crois. Quand j'ai appris à plonger, ça a été un effort pour moi incroyable, parce que j'avais vraiment très peur. Et j'ai eu un prof incroyable aussi. J'ai trouvé la personne qu'il me fallait pour dépasser cette limite. Alors, quand on a une limite, il faut trouver un moyen, de l'aide, pour avancer. Parce qu'une limite, elle est faite pour être dépassée. Sauf quand elle est là pour nous arranger. Parce qu'il y a des limites qui sont bonnes à garder, hein. On le sait tous. Mais la limite dans la création, dans la créativité, dans la vie, on peut tout simplement la dépasser en cherchant une solution. Ça, c'est oser, et s'il y a la peur, traiter la peur. Et ensuite, se fixer des objectifs atteignables. Pas des objectifs exubérants, parce que là, on va droit à l'échec. Et les objectifs atteignables, c'est les sous-objectifs d'un grand objectif. Mais si je veux monter l'Everest, puis que je ne suis pas capable de monter au Salève, c'est pas la peine d'aller au pied de l'Everest. Il faut d'abord que je grimpe le Salève. Ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se fixer des objectifs possibles à atteindre. C'est comme ça qu'on construit la confiance aussi. Puis une fois qu'on a réussi ces objectifs-là, ben on se rend compte que on peut y aller. Et puis nourrir l'objectif. Nourrir l'objectif, c'est mettre de l'énergie dans le but d'atteindre l'objectif sans se faire aspirer par les fameux trous du tuyau. Si par exemple je mets un tuyau d'arrosage pour arroser à 10 mètres dans mon jardin ou à 20 mètres, j'ouvre le robinet et l'eau doit sortir à l'autre bout. Mais si le tuyau est percé, je vais perdre de l'eau sur le parcours du tuyau. Et c'est la même image pour nous. Je perds de l'énergie pour atteindre mon objectif. Dans ce cas-là, c'est embêtant. Mais c'est quoi ces trous dans les tuyaux? C'est tout d'un coup des peurs.
des « oh là là, je ne vais jamais y arriver », Les doutes. ou des doutes, ou quelqu'un qui vous fait douter, ou tout simplement une étape que vous avez oubliée. Il faut colmater. Chaque fois qu'il y a un trou, il faut le boucher. D'une manière ou d'une autre, il faut le boucher, puis avancer, parce qu'il y en aura un autre de trou. C'est évident parce qu'il y a une forte pression dans le tuyau. Donc il faut aller boucher les trous au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. En PNL, on a un exercice comme ça, qui est de vraiment se poser dans un cercle, imaginer un cercle au sol, se poser là au milieu et fêter la victoire. S'imaginer complètement comment ce sera, pas comment ce serait, mais comment ce sera quand on aura fini, quand on aura atteint l'objectif. Vraiment, et créer ce ressenti, puisqu'on peut créer, imaginer. Imaginer, c'est créer à l'intérieur de soi une émotion. Un enfant imagine n'importe quoi, une petite fille qui joue à la princesse, elle est princesse. Elle ne fait pas semblant. C'est la princesse. Ben, c'est de se mettre dans cet état. J'ai atteint mon objectif, je suis à la tête de mon entreprise, ça marche à fond. Je ne sais pas, ça peut être... pour moi, j'ai des clientes, et Dieu sait si j'en ai, et régulièrement. C'est d'avoir des gens qui viennent à vous et puis qui sont heureux, tout simplement, heureux de ce qui se passe. Imaginez aussi que l'entreprise nourrit la satisfaction des autres, nourrit le plaisir des clients, nourrit la réussite des clients. Moi, quand on vend une machine, puisque j'ai maintenant avec un associé une entreprise de distribution d'appareils, le Tesla Med, qui est une création italienne, européenne, qui est faite pour les esthéticiennes. Il en a créé pour les médecins, pour les vétérinaires et pour les physiothérapeutes. C'est un appareil vraiment qui utilise une technologie très très différente de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, breveté, etc. Donc j'ai pris l'importation de cet appareil avec un ami. Et notre objectif, et on a le même pour ça, c'est pour ça qu'on s'entend au niveau de cette distribution, c'est qu'on vend un appareil pour le succès de nos partenaires. Le but, c'est de les amener au succès, à augmenter leur chiffre d'affaires, à augmenter le potentiel client, à développer leurs compétences et leur savoir-faire, puisqu'en même temps qu'on vend cette machine, je les forme à la technique. Et Franck est quelqu'un qui va les suivre pour la gestion, etc., s'il y a un problème. Mais c'est vraiment le but. Si on vend ces machines, c'est pour que les gens qui les achètent réussissent. Ce n'est pas un succès petit bras, comme je dis. Parce que vendre beaucoup de machines, c'est super pour nous, mais ça nous met nous si nos clients ne sont pas satisfaits. Ça nous met nous si nos partenaires ne sont pas heureux d'avoir investi dans cet appareil. Voilà. Il faut vraiment toujours visualiser la réussite au-delà de nos créations. Voilà. C'est aussi une belle façon de découvrir les étapes à suivre pour aller à l'objectif. En tout cas, merci. Juste pour résumer, donc s'aimer soi-même, avoir confiance en soi, oser et ne jamais perdre l'objectif de vue. Jamais perdre l'objectif de vue. Et est-ce que peut-être il y a également des aspects selon toi auxquels il faudrait faire attention en tant que femme entrepreneur? Est-ce que tu as envie de partager peut-être une expérience personnelle, une histoire que tu as vécue? Aujourd'hui, je me sens très très bien dans ce que je vis. J'ai eu des moments difficiles, mais je pense que c'était plus parce que je n'étais pas toujours réfléchie dans mes actions, j'étais plutôt une impulsive. Mais je pense qu'il faut connaître ses propres limites. J'ai envie de dire, une fois qu'on a rencontré ses propres limites, il faut aussi les respecter. C'est ce que moi j'en ai retiré aujourd'hui. Parce que de vouloir aller au-delà de ses compétences ou au-delà de ses capacités, c'est épuisant. Et quand on est épuisé, on ne peut plus rien faire de bien. On ne peut plus rien donner. Et on ne peut plus rien donner. Et est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager? Le mot de la fin, j'ai envie de dire, je vais le dire parce que c'est ce que je crois moi et on est fait de croyances personnelles.
c'est ce qui nous fait avancer, c'est qu'on est créateur de nos vies. Et donc, on peut prendre des crayons de couleur ou dessiner en noir et blanc. C'est un choix. Et il n'y aura pas d'erreur. L'important, c'est ce qu'on dessine.